un homme se tient debout face à l'histoire. Ses mains ne tremblent pas. Son regard traverse les générations, les colonnes de fumée, les champs de bataille où se jouent les destins. Il porte l'uniforme de ceux qui refusent de courber l'échine, de ceux qui ont choisi la dignité plutôt que la soumission. Autour de lui, une nation entière retient son souffle. Le Burkina Faso, terre des hommes intègres, se redresse après des décennies d'humiliation silencieuse. Et dans ce moment suspendu entre le crépuscule d'un ancien monde et l'aube d'une renaissance, une devise résonne comme un serment gravé dans le bronze. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ces mots ne sont pas de simples slogans politiques. Ils ne sont pas la rhétorique vide des bureaucrates qui promettent le paradis depuis des bureaux climatisés. Non, ces paroles sont un pacte de sang entre un peuple et son destin. Elles portent en elles le poids des chaînes brisées, l'écho des cris de liberté qui ont traversé le Sahel, la mémoire vivante de Thomas Sankara qui osa défier l'ordre mondial. Elles sont l'âme même d'une révolution qui refuse de mourir, incarnée aujourd'hui par un jeune capitaine dont le nom résonne déjà dans toute l'Afrique, Ibrahim Traoré. Quand ce soldat de 35 ans a pris les rênes du pouvoir en septembre 2022, certains ont cru voir une énième page du même vieux livre africain, un coup d'État de plus, un militaire de plus. Une promesse de plus qui s'évaporerait dans la chaleur accablante de Ouagadougou. Mais ils ne connaissaient pas la profondeur du fleuve dans lequel le Burkina Faso était sur le point de plonger. Ils n'avaient pas compris que ce jeune homme au béret rouge n'était pas venu chercher un fauteuil doré ni des comptes bancaires suisses. Il était venu réveiller un géant endormi. Le Burkina Faso connaît une histoire particulière, façonnée par la résistance et l'intégrité. Avant même d'adopter ce nom qui signifie littéralement « le pays des hommes intègres », cette terre s'appelait Haute-Volta, un nom colonial sans saveur ni identité. C'est Thomas Sankara, le révolutionnaire aux idées de feu, qui rebaptisa la nation en 1984, lui offrant une identité qui célébrait ses valeurs fondamentales. Sankara ne s'est pas contenté de changer un nom sur une carte. Il a transformé la conscience d'un peuple. Il a planté des millions d'arbres pour arrêter le désert. Il a vacciné des millions d'enfants. Il a refusé l'aide conditionnelle qui transforme les nations en mendiants éternels. Il a osé dire non aux puissances qui pillaient l'Afrique depuis des siècles. Et pour cela, ils l'ont tué. Une balle dans la poitrine en 1987, à l'âge de 37 ans. Son crime, avoir cru que l'Afrique pouvait marcher debout. Son péché, avoir inspiré une génération à refuser l'esclavage mental et économique. Mais les idées ne meurent pas avec les hommes. Elles dorment dans le cœur des peuples, attendant le moment propice pour renaître. Et 35 ans plus tard, dans les yeux d'Ibrahim Traoré et de milliers de jeunes burkinabés, cette flamme s'est rallumée. La devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons » n'est pas née du néant. Elle puise ses racines dans l'esprit révolutionnaire qui a parcouru le continent africain au XXe siècle. Elle fait écho au « Libérez-vous » de Kwame Nkrumah, au « Je préfère la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage » de Patrice Lumumba, au discours enflammé de Sékou Touré qui claqua la porte aux colonisateurs français. C'est la synthèse de toutes ces voix qui refusèrent de voir l'Afrique réduite à un réservoir de matières premières et de main-d'œuvre bon marché. Chaque mot de cette devise porte un poids philosophique immense. La patrie n'est pas simplement un morceau de terre délimité par des frontières arbitraires tracées à Berlin en 1884 par des hommes qui n'avaient jamais mis les pieds sur le sol africain. La patrie, c'est l'âme collective d'un peuple, sa culture, sa langue, ses ancêtres, ses rêves futurs. C'est ce sentiment d'appartenance qui fait qu'un homme accepte de mourir pour que ses enfants vivent libres. C'est la connexion sacrée entre la terre rouge du Sahel et ceux qui la foulent depuis des millénaires. Où la mort n'est pas une glorification macabre du sacrifice. C'est l'expression d'une détermination absolue. C'est le refus catégorique de vivre à genoux. C'est la conviction que certains principes valent plus que la survie biologique. Nos ancêtres qui résistèrent aux négriers, qui préférèrent se jeter des bateaux plutôt que d'accepter les chaînes, comprenaient cela. Ils savaient qu'une vie sans dignité n'est qu'une mort lente, une asphyxie de l'esprit plus cruelle que n'importe quelle fin physique. Et enfin, nous vaincrons. Pas nous espérons vaincre, ou nous pourrions vaincre. Non, nous vaincrons. C'est une déclaration de foi inébranlable dans la victoire finale de la justice. C'est la certitude que l'histoire, malgré ses détours cruels et ses retards apparents, penche toujours vers la liberté. C'est l'affirmation que les oppresseurs, aussi puissants soient-ils aujourd'hui, finiront dans les poubelles de l'histoire pendant que les peuples libérés marcheront vers l'avenir. Si tu ne fais qu'un geste aujourd'hui, que ce soit celui de partager cette vérité avec un jeune autour de toi, chaque partage de ce message est une graine de conscience plantée dans l'esprit de la génération qui bâtira l'Afrique de demain. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications,
car nous continuerons à raconter les histoires que les médias dominants enterrent sous le silence. Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de leaders africains qui refusent de jouer le jeu selon les règles établies par d'autres. Contrairement aux dinosaures politiques qui ont transformé leur nation en fief personnel, accumulant des décennies au pouvoir pendant que leur peuple sombre dans la misère, Traoré représente la rupture. Il est jeune, mais pas naïf. Il est militaire, mais pas autoritaire dans le sens classique du terme. Il est révolutionnaire, mais ancré dans la réalité des défis contemporains. Ce qui rend son leadership particulièrement fascinant, c'est sa capacité à articuler une vision qui résonne avec la jeunesse africaine tout en s'enracinant dans les principes du panafricanisme. Quand il parle, ce n'est pas avec la langue de bois des diplomates formés à Paris ou à Washington. C'est avec la franchise brutale de celui qui a vu ses camarades tomber sous les balles des terroristes, qui a marché dans la boue des zones de combat, qui connaît intimement le prix du sang versé pour la patrie. Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire sans précédent. Des groupes armés terroristes, souvent liés à des réseaux internationaux complexes, ont transformé de vastes régions du Sahel en zones de non-droit. Des villages entiers ont été massacrés. Des écoles ont été fermées. Des milliers de personnes ont dû fuir leur foyer. Et pendant que cette tragédie se déroulait, l'ancien régime semblait impuissant, voire complice par son inaction. Les forces étrangères présentes sur le sol burkinabé, censées apporter la paix, ne parvenaient qu'à perpétuer une dépendance coûteuse, sans résultat concret. C'est dans ce contexte que le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a émergé, pas comme une ambition personnelle de pouvoir, mais comme une réponse à l'échec systémique d'un système corrompu. Ibrahim Traoré et ses compagnons d'armes ont vu leurs frères d'armes mourir, faute d'équipement adéquat, pendant que les budgets de défense disparaissaient dans des poches privées. Ils ont vu des populations abandonnées à leur sort, pendant que les élites sirotaient du champagne dans les salons feutrés de la capitale. La philosophie qui guide Traoré est profondément enracinée dans le concept de souveraineté totale. Souveraineté politique, d'abord, qui signifie que le Burkina Faso prend ses décisions en fonction de ses propres intérêts, pas en fonction des dictats d'ambassades étrangères ou d'organisations internationales qui n'ont jamais eu à cœur que leurs propres agendas. Souveraineté économique, ensuite, qui implique de reprendre le contrôle des ressources naturelles, pillées depuis l'époque coloniale. Souveraineté militaire, enfin, qui nécessite de construire une force de défense capable de protéger le territoire sans dépendre de contingents étrangers aux motivations douteuses. Cette vision n'est pas née dans l'esprit d'un seul homme. Elle est le fruit d'une réflexion collective, d'un mouvement générationnel qui traverse tout le continent. De Conakry à Bamako, de Niamey à Ouagadougou, une nouvelle vague de leadership émerge, portés par des hommes et des femmes qui refusent d'accepter le statu quo néocolonial. Ils ont étudié l'histoire, ils ont compris les mécanismes de domination, et ils ont décidé que leur génération serait celle qui briserait enfin les chaînes invisibles, mais terriblement réelles, qui maintiennent l'Afrique dans une position subalterne. Ce qui distingue Ibrahim Traoré de nombreux leaders africains, c'est sa connexion viscérale avec la jeunesse. Il ne parle pas à eux depuis un piédestal de marbre. Il parle avec eux, parmi eux. Quand il s'adresse à la nation, il utilise un langage direct, sans fioritures inutiles, qui va droit au cœur des préoccupations quotidiennes. Il parle de pain, de sécurité, de dignité. Il ne promet pas la lune. Il promet du travail dur, des sacrifices nécessaires et la perspective d'une victoire collective si chacun joue son rôle. La jeunesse africaine représente 60% de la population du continent. C'est la jeunesse la plus dynamique, la plus éduquée, la plus connectée de l'histoire africaine. Mais c'est aussi une jeunesse trahie par des systèmes qui ne lui offrent ni emploi, ni espoir, ni perspective d'avenir. Des millions de jeunes diplômés végètent dans le chômage, pendant que les ressources de leur pays enrichissent des actionnaires à des milliers de kilomètres de distance. Des millions d'autres risquent leur vie en traversant le Sahara et la Méditerranée, fuyant non pas la guerre mais l'absence totale d'opportunités. Ibrahim Traoré leur dit « Restez, battez-vous, construisez. Cette terre est la vôtre. Ces richesses sont les vôtres. Cet avenir est le vôtre si vous avez le courage de le saisir. » Et ce message résonne profondément parce qu'il émane d'un homme qui n'a que quelques années de plus qu'eux, qui partage leurs frustrations, qui comprend leur colère, et qui offre non pas de la charité, mais une opportunité de participer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La renaissance d'une nation, la rédemption d'un continent. Le panafricanisme n'est pas un concept abstrait pour Traoré. C'est une stratégie concrète de survie et de prospérité. Il comprend ce que Nkrumah avait prophétisé il y a 60 ans. L'Afrique doit s'unir ou périr. Les États africains, pris individuellement, sont trop petits, trop fragmentés,
trop vulnérables aux pressions extérieures, mais unis, formant des blocs régionaux solides, partageant leurs ressources et coordonnant leurs politiques, ils deviennent une force avec laquelle le monde entier doit compter. C'est pourquoi le Burkina Faso sous Traoré a renforcé ses liens avec le Mali et le Niger, formant une alliance des États du Sahel qui refusent de se plier aux anciennes puissances coloniales. Ensemble, ces trois nations ont annoncé leur retrait de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une organisation qu'ils perçoivent comme un instrument de domination étrangère plutôt qu'un véritable outil d'intégration africaine. Ce n'est pas de l'isolationnisme, c'est la construction patiente d'une alternative basée sur des intérêts partagés plutôt que sur des loyautés imposées. Aucune révolution véritable ne se déroule sans opposition féroce. Les forces qui bénéficient du système actuel ne céderont pas leur position sans combattre. Et elles disposent d'armes redoutables. Le contrôle des médias internationaux, les sanctions économiques, les pressions diplomatiques, et dans les cas extrêmes, l'intervention militaire directe ou par procuration. Le Burkina Faso fait face à une guerre asymétrique complexe. D'un côté, les groupes terroristes qui sèment la terreur dans les campagnes. Mais qui finance ces groupes? Qui leur fournit des armes sophistiquées? Qui bénéficie du chaos qu'ils créent? Ces questions inconfortables révèlent souvent des réseaux d'intérêts qui dépassent largement les frontières du Burkina Faso. Le terrorisme au Sahel n'est pas simplement un phénomène religieux ou ethnique. C'est aussi un instrument géopolitique utilisé pour maintenir la région dans un état de faiblesse permanente, justifiant ainsi la présence militaire étrangère et l'exploitation continue des ressources. Traoré a pris la décision audacieuse de mettre fin à la présence militaire française au Burkina Faso. Cette décision a été vilipendée dans les médias occidentaux comme irresponsable, voire suicidaire. Comment ose-t-il rejeter l'aide de la France, partenaire historique? Ne comprend-il pas que son armée est trop faible pour faire face seule aux terroristes? Ces questions révèlent une arrogance profonde, une incapacité à comprendre que la présence militaire française au Sahel depuis des années n'a produit qu'une escalade de la violence, pas sa résolution. Le capitaine burkinabé a choisi une voie différente, mobiliser son propre peuple. Il a lancé un appel aux volontaires pour la défense de la patrie, des citoyens ordinaires prêts à prendre les armes pour défendre leur village et leur famille. Des dizaines de milliers de Burkinabés ont répondu à cet appel. Des jeunes qui n'avaient jamais tenu un fusil ont rejoint les rangs. Des femmes se sont enrôlées, des anciens ont offert leur expérience. C'est la matérialisation concrète de la devise nationale. La patrie appelle et le peuple répond. Mais la guerre militaire n'est qu'un aspect du défi. La bataille économique est tout aussi cruciale. Le Burkina Faso, comme la plupart des pays africains, reste prisonnier d'un système économique néocolonial. Ses exportations sont dominées par quelques matières premières brutes, or, coton, bétail. Ces produits sont vendus à bas prix sur le marché international, transformés ailleurs, puis revendus à l'Afrique à des prix exorbitants. C'est le même schéma extractiviste qui existait pendant la colonisation officielle. Briser ce cycle nécessite une industrialisation audacieuse. Cela signifie construire des usines de transformation de coton plutôt que d'exporter la fibre brute. Cela implique de raffiner l'or au Burkina Faso plutôt que de l'envoyer brut vers des fonderies étrangères. Cela demande de développer une agriculture vivrière robuste qui nourrit d'abord les Burkinabés avant d'exporter des cultures de rente. Ce n'est pas un rêve utopique. C'est exactement la stratégie que Sankara avait commencé à mettre en œuvre avant son assassinat. La résistance à cette transformation vient aussi de l'intérieur. Des élites locales, enrichies par le système actuel, voient d'un mauvais œil toute remise en question de leur position privilégiée. Des intellectuels formés dans les universités occidentales, imprégnés de théories économiques néolibérales, dénoncent le populisme de Traoré et l'avertissent contre les dangers de l'autarcie. Des bureaucrates habitués à la corruption systémique redoutent une administration qui pourrait exiger l'intégrité et la responsabilité. Mais être que la résistance la plus insidieuse vient du défaitisme intériorisé, de cette voix qui murmure dans l'esprit de certains Africains. C'est impossible. Nous avons toujours été dominés. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Nous avons besoin d'eux. Cette colonisation mentale, ce complexe d'infériorité instillé par des siècles de propagande raciste, être l'ennemi le plus dangereux de tous. Car une personne qui ne croit pas en sa capacité à se libérer reste enchaînée même après que les fers physiques ont été brisés. C'est pourquoi le combat de Traoré est aussi un combat culturel et psychologique. Il s'agit de restaurer la fierté africaine, cette confiance en soi qui a été systématiquement détruite par l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme. Il s'agit de rappeler aux Africains qu'avant l'arrivée des colonisateurs, ce continent abritait des civilisations brillantes.
l'Empire du Mali avec sa richesse légendaire, le Royaume du Congo avec son organisation sophistiquée, l'Éthiopie avec ses traditions millénaires, les universités de Tombouctou qui attiraient des érudits du monde entier. Prends un moment pour commenter sous cette vidéo. Dis-nous d'où tu viens, ce que ce message éveille en toi. Ta voix compte, ton engagement compte. Et si tu crois en cette vision d'une Afrique libre et digne, alors prouve-le en rejoignant cette communauté qui grandit chaque jour. Abonne-toi maintenant. Ensemble, nous sommes la voix que personne ne pourra faire taire. L'héritage de cette lutte dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Chaque fois qu'un leader africain se tient debout et dit non au diktat extérieur, il inspire des millions d'autres à travers le continent. Chaque fois qu'une nation africaine reprend le contrôle de ses ressources, elle prouve que c'est possible. Chaque fois qu'un peuple africain refuse l'humiliation et choisit la dignité, il envoie une onde de choc qui ébranle l'ordre établi. Les jeunes Africains qui regardent Ibrahim Traoré ne voient pas seulement un président du Burkina Faso. Ils voient un reflet d'eux-mêmes, de leurs aspirations, de leur refus de continuer à vivre dans l'ombre de leurs aînés qui ont échoué. Ils voient la possibilité concrète qu'un jeune de 35 ans, sans fortune familiale, sans connexion dans les cercles du pouvoir traditionnel, peut changer le cours de l'histoire par sa détermination et son intégrité. Cette nouvelle génération africaine est différente. Elle est née après les indépendances nominales des années 60. Elle n'a pas connu la colonisation directe, mais elle a grandi dans son héritage toxique. Elle a été éduquée, souvent mieux que ses parents. Mais elle se retrouve sans opportunité dans des économies extractives qui n'ont pas été transformées depuis des décennies. Elle a accès à l'information globale via Internet, et elle voit comment d'autres régions du monde se sont développées pendant que l'Afrique stagnait. Et elle en a assez. Cette génération refuse les excuses. Elle refuse d'entendre que ce n'est pas possible ou ce n'est pas le bon moment. Elle regarde vers l'Asie et voit comment des pays comme la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud, qui étaient plus pauvres que l'Afrique il y a 50 ans, sont devenus des puissances économiques. Elle connaît l'histoire du Rwanda qui, après un génocide dévastateur en 1994, est devenu l'un des pays les plus sûrs et les mieux gouvernés du continent. Elle sait que le développement est possible quand il y a une volonté politique réelle et une vision claire. Ibrahim Traoré porte cette énergie générationnelle. Il parle de souveraineté alimentaire avec la même passion qu'il parle de souveraineté militaire. Il comprend que la dépendance aux importations de riz et de blé est aussi dangereuse que la dépendance aux troupes étrangères. Un pays qui ne peut pas nourrir son propre peuple n'est pas vraiment indépendant, car la menace de la famine peut être utilisée comme arme de chantage politique. C'est pourquoi l'agriculture occupe une place centrale dans sa vision. Le Burkina Faso, malgré les défis du climat sahélien, possède un potentiel agricole énorme. Avec des investissements dans l'irrigation, des techniques modernes de conservation de l'eau et un soutien véritable aux petits agriculteurs plutôt qu'aux grandes entreprises agro-industrielles étrangères, le pays pourrait non seulement se nourrir lui-même, mais devenir un exportateur net de produits alimentaires. Cette vision s'étend à l'éducation. Quelle est l'utilité d'un système éducatif qui forme des jeunes dans des domaines pour lesquels il n'existe aucun débouché local? Pourquoi continuer à enseigner principalement en français, la langue du colonisateur, au détriment des langues nationales qui portent la culture et l'identité des peuples? Une réforme éducative profonde est nécessaire pour créer un système qui forme des citoyens capables de résoudre les problèmes spécifiques de leur pays, plutôt que des diplômés qualifiés uniquement pour émigrer vers l'Europe. La dimension spirituelle de cette lutte ne doit pas être sous-estimée. Les peuples africains ont toujours eu une relation profonde avec le sacré, que ce soit à travers les religions traditionnelles, l'islam ou le christianisme. Cette spiritualité peut être une source immense de résilience et de détermination. Quand un combat est perçu non seulement comme politique ou économique, mais comme une mission sacrée, comme un devoir envers les ancêtres et les générations futures, il acquiert une dimension qui transcende les calculs rationnels de risques et de bénéfices. La devise « La patrie ou la mort, nous vaincrons » possède cette qualité quasi religieuse. C'est un serment qui engage l'être entier, pas seulement l'intellect. C'est une promesse faite devant Dieu, devant les ancêtres, devant l'histoire. Et pour ceux qui prononcent ces mots avec sincérité, il n'y a pas de demi-mesure possible. C'est la victoire totale ou le sacrifice ultime. Ibrahim Traoré semble habité par cette conviction. Quand il parle, il y a une intensité dans ses yeux qui suggère qu'il a déjà fait la paix avec sa propre mortalité. Il sait qu'il marche sur le même chemin que Sankara, Lumumba et tant d'autres martyrs africains qui ont osé défier l'ordre établi. Il sait que les forces qu'il combat ne reculeront devant rien pour le faire taire. Et pourtant, il avance. Parce qu'il comprend que certains combats doivent être menés,
quelles qu'en soient les conséquences personnelles. Cette acceptation du sacrifice n'est pas du nihilisme. C'est au contraire une affirmation de vie, une déclaration que la qualité de l'existence importe plus que sa durée. C'est le choix de vivre 10 ans debout, plutôt que 50 ans à genoux. C'est la compréhension profonde que l'héritage d'une vie ne se mesure pas en années vécues, mais en impact créé, en consciences éveillées, en chemins ouverts pour ceux qui suivront. Et les jeunes burkinabés, qui se portent volontaires pour défendre leur patrie, partagent cette même compréhension. Quand un étudiant de 22 ans abandonne ses livres pour prendre un fusil, quand une jeune femme de 25 ans rejoint les rangs de l'armée, quand un agriculteur de 30 ans laisse ses champs pour patrouiller son village, ils ne le font pas par désespoir mais par espoir. L'espoir que leur sacrifice créera un pays où leurs enfants pourront vivre libres. L'espoir que leur génération sera celle qui aura enfin brisé le cycle de l'oppression. Ce n'est pas seulement une lutte politique, c'est une révolution de conscience. C'est le moment où un peuple décide collectivement qu'il en a assez d'être traité comme un pion sur l'échiquier géopolitique mondial. C'est l'instant où la peur change de camp, où ceux qui ont toujours dominé commencent à réaliser que leur règne touche à sa fin. Les médias internationaux présentent souvent le Sahel comme une zone perdue, un territoire chaotique sans espoir. Ils parlent de famine, de terrorisme, de coups d'État, de pauvreté. Ce qu'ils ne montrent jamais, c'est la résilience extraordinaire des peuples de cette région. Ils ne parlent pas des femmes qui continuent à cultiver leurs champs malgré les menaces. Ils ne mentionnent pas les enseignants qui risquent leur vie pour garder les écoles ouvertes. Ils ignorent les leaders communautaires qui négocient à la paix village par village, et ils refusent de reconnaître que la violence qu'ils documentent est souvent le résultat direct des interventions étrangères qu'ils défendent. Le discours dominant veut faire croire que l'Afrique a besoin d'être sauvée par l'Occident. Cette narrative est aussi vieille que le colonialisme lui-même. Elle servait jadis à justifier l'esclavage. Nous les arrachons à la barbarie africaine. Elle servit ensuite à justifier la colonisation. Nous apportons la civilisation. Aujourd'hui, elle sert à justifier l'intervention militaire et la domination économique. Nous combattons le terrorisme et nous apportons le développement. Ibrahim Traoré et les leaders de sa génération renversent ce script. Ils disent « Nous n'avons pas besoin que vous nous sauviez. Nous avons besoin que vous arrêtiez de nous piller. Nous n'avons pas besoin de vos troupes sur notre sol. Nous avons besoin que vous cessiez de financer les groupes qui nous déstabilisent. Nous n'avons pas besoin de votre aide conditionnelle. Nous avons besoin de relations équitables, où nous commerquons nos ressources à leur juste valeur. » C'est un message simple mais révolutionnaire dans ses implications. Si chaque Africain qui regarde cette vidéo la partageait avec ne serait-ce que 3 personnes, imagine l'impact. Des millions de consciences éveillées, des millions de voix qui s'élèvent ensemble. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ton action individuelle. Abonne-toi, partage, commente. Fais partie du changement que tu veux voir. L'Afrique se lève, et ta voix doit s'élever avec elle. L'histoire nous enseigne que les empires tombent toujours. Rome est tombée, les Mongols sont tombés, l'Empire britannique s'est effondré, l'Union soviétique s'est désintégrée, et le système néocolonial qui opprime l'Afrique tombera aussi. Ce n'est qu'une question de temps et de volonté. La question n'est pas de savoir si l'Afrique sera libre, mais quand et à quel prix. Chaque génération a son rôle à jouer dans cette longue marche vers la liberté. La génération des indépendances a arraché la souveraineté formelle aux colonisateurs. La génération de Sankara a tenté de transformer cette souveraineté formelle en souveraineté réelle. Notre génération, la génération d'Ibrahim Traoré, doit achever ce travail. Nous avons les outils que nos prédécesseurs n'avaient pas. L'Internet qui permet de contourner les médias contrôlés, une diaspora éduquée et connectée, des exemples de développement réussi en Asie et ailleurs, et surtout une jeunesse démographiquement dominante qui refuse le fatalisme. Le message que Traoré envoie à la jeunesse africaine est clair. Votre continent ne sera sauvé par personne d'autre que vous. Arrêtez d'attendre un messie extérieur. Arrêtez de croire que l'aide internationale vous développera. Arrêtez de penser qu'émigrer vers l'Europe est la seule solution. Restez, organisez-vous, éduquez-vous, mobilisez-vous et construisez l'Afrique que vous voulez voir. Cela ne signifie pas rejeter tout contact avec l'extérieur. L'Afrique ne cherche pas l'isolement, elle cherche le respect. Elle veut commercer avec le monde entier, mais sur une base équitable. Elle veut apprendre des expériences d'autres continents, mais sans perdre son identité. Elle veut participer à la communauté internationale, mais comme un partenaire égal, pas comme un subordonné perpétuel condamné à jouer les seconds rôles dans un spectacle écrit par d'autres. Cette quête de respect passe par la démonstration de force et de capacité. Un continent qui ne peut pas se défendre lui-même ne sera jamais respecté. Un continent qui ne peut pas nourrir ses propres enfants ne sera jamais pris au sérieux.
Un continent dont les élites préfèrent les capitales européennes à leur propre pays ne commandera jamais l'admiration. C'est pourquoi le travail de transformation doit être total, touchant simultanément la défense, l'économie, l'éducation, la culture et la psychologie collective. Le Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, devient un laboratoire de cette transformation totale. Chaque succès, même modeste, envoie un message puissant à travers le continent. C'est possible. Chaque recul des forces terroristes grâce aux volontaires pour la défense de la patrie prouve que les Africains peuvent sécuriser leur propre territoire. Chaque usine de transformation qui ouvre ses portes démontre que l'industrialisation africaine n'est pas un fantasme. Chaque politique qui privilégie les intérêts nationaux sur les diktats internationaux montre qu'il existe une alternative au suivisme systématique. Mais le chemin sera long et semé d'embûches. Les pressions s'intensifieront, les sanctions économiques pourraient être imposées, les médias internationaux amplifieront chaque difficulté, chaque erreur, chaque revers. Les prophètes du malheur multiplieront les prédictions catastrophistes. Et il y aura effectivement des moments sombres, des batailles perdues, des sacrifices douloureux. C'est dans ces moments que la devise nationale prend tout son sens. La patrie ou la mort, nous vaincrons, n'est pas une promesse de facilité. C'est un engagement à persévérer malgré les difficultés. C'est la reconnaissance que toute naissance, y compris celle d'une nation véritablement libre, s'accompagne de douleur. Les femmes qui accouchent savent que la souffrance précède la joie de tenir leur enfant dans leurs bras. De même, les peuples qui accouchent de leur propre liberté doivent traverser des épreuves avant de connaître la joie de marcher debout. La force de cette devise réside aussi dans son caractère collectif. Nous vaincrons, pas je vaincrai. Ce n'est pas le combat d'un homme, aussi charismatique soit-il. Ce n'est pas la vision d'un parti politique, aussi bien organisé soit-il. C'est le combat de tout un peuple. Et c'est précisément cette dimension collective qui rend la victoire possible. Car les oppresseurs peuvent assassiner un leader, mais ils ne peuvent pas assassiner un peuple entier qui a décidé d'être libre. L'histoire africaine regorge de martyrs dont le sang a fertilisé l'arbre de la liberté. Chaque fois que les forces de l'oppression ont cru éteindre la flamme en éliminant son porteur, elles n'ont fait qu'allumer 1000 nouvelles flammes. Ils ont tué Lumumba, mais le lumumbisme survit. Ils ont tué Sankara, mais le sankarisme inspire aujourd'hui des millions de jeunes. Si demain ils tuaient Traoré, le traoréisme, cette synthèse moderne du panafricanisme révolutionnaire, continuerait à se propager. C'est la beauté terrible et puissante des idées dont le temps est venu. Elles deviennent plus grandes que les individus qui les portent. Elles acquièrent une vie propre, se répliquant de conscience en conscience, traversant les frontières et les générations. L'idée que l'Afrique peut et doit être libre, que ses peuples méritent la dignité et la prospérité, que ses ressources doivent profiter à ses habitants, cette idée simple mais révolutionnaire ne peut plus être arrêtée. Les enfants qui naissent aujourd'hui au Burkina Faso grandissent dans un environnement psychologique différent de celui de leurs parents. Ils grandissent en voyant des leaders qui leur ressemblent défier les puissants sans trembler. Ils grandissent en entendant un discours de fierté plutôt que de complexe d'infériorité. Ils grandissent en voyant leur drapeau flotter avec dignité plutôt qu'être éclipsé par des drapeaux étrangers. Cette génération sera différente. Elle aura intégré dès l'enfance la conviction qu'elle n'est inférieure à personne. L'éducation de cette nouvelle génération ne peut plus se faire selon les anciens modèles. Il faut décoloniser l'esprit africain, purger les programmes scolaires de la vision eurocentriste qui présente l'histoire mondiale comme une succession de conquêtes européennes, avec l'Afrique en rôle de victime passive ou de figurant sans importance. Les enfants africains doivent apprendre l'histoire glorieuse de Soundiata Keita, de la reine Nzinga, de Samori Touré, de Ménélique II, qui défient les colonisateurs italiens. Ils doivent connaître les inventions africaines, les contributions africaines à la civilisation mondiale, les royaumes et empires africains qui prospéraient quand l'Europe était encore plongée dans l'obscurantisme médiéval. Cette rééducation historique n'est pas du chauvinisme gratuit. C'est la reconstruction nécessaire d'une estime de soi collective qui a été systématiquement détruite. Un peuple qui méprise son passé ne peut pas construire un futur glorieux. Un peuple qui croit que son histoire commence avec l'arrivée du colonisateur ne peut pas imaginer un avenir indépendant du colonisateur. C'est pourquoi la bataille culturelle est aussi importante que la bataille militaire ou économique. La fierté africaine ne signifie pas le rejet aveugle de tout ce qui vient d'ailleurs. L'Afrique a toujours été un continent d'échange, de métissage, de synthèse créative. Ce qui doit être rejeté, c'est l'attitude de subordination mentale, l'idée que tout ce qui vient d'Europe ou d'Amérique est automatiquement supérieur à ce qui est africain. Il faut développer le discernement, qui permet d'emprunter ce qui est utile ailleurs, tout en préservant et en développant
ce qui est précieux dans les cultures africaines. Ibrahim Traoré incarne cette synthèse. Il est un militaire formé dans des institutions qui suivent des modèles occidentaux, mais il puise son inspiration dans les traditions de résistance africaines. Il parle français, héritage colonial, mais il n'a pas oublié les langues de ses ancêtres. Il comprend la géopolitique moderne, mais il reste enraciné dans les valeurs communautaires africaines. C'est cette capacité à naviguer entre différents mondes, tout en restant fermement ancré dans son identité, qui caractérise le leadership africain moderne efficace. Le panafricanisme qu'il promeut n'est pas nostalgique ou romantique. C'est un panafricanisme pragmatique qui reconnaît que l'unité africaine est la seule voie vers la prospérité et le respect international. Les frontières actuelles de l'Afrique sont artificielles, tracées par des puissances coloniales qui découpèrent le continent selon leurs intérêts sans aucune considération pour les réalités ethniques, linguistiques ou géographiques. Ces frontières divisent des peuples qui devraient être unis et forcent ensemble des groupes qui n'ont rien en commun. Redessiner ces frontières serait un cauchemar qui plongerait le continent dans le chaos. La solution n'est pas de détruire les États existants, mais de les transcender par des structures d'intégration régionale robustes. L'Alliance des États du Sahel, que le Burkina Faso a contribué à créer avec le Mali et le Niger, représente un modèle de cette intégration pragmatique. 3 pays qui partagent les mêmes défis sécuritaires, les mêmes frustrations avec les anciennes puissances coloniales, les mêmes aspirations à la souveraineté véritable, décident de coordonner leur politique et de partager leurs ressources. Cette alliance pourrait être le noyau d'une fédération sahélienne plus large, qui, avec le temps, pourrait s'étendre à d'autres régions africaines, partageant la même vision. Imagine une Afrique composée de quelques grandes fédérations régionales puissantes, plutôt que de 54 petits États souvent faibles et manipulables. Imagine le poids économique, militaire et diplomatique d'une telle Afrique unie. Elle ne serait plus un terrain de jeu pour les puissances étrangères, mais un acteur majeur qui façonne l'ordre mondial. Cette vision semble lointaine, peut être utopique aux esprits cyniques, formés à croire que rien ne change jamais vraiment en Afrique. Mais l'histoire avance par bonds, pas par progression linéaire. Des décennies peuvent passer sans changement apparent. Puis soudainement, en quelques années, tout bascule. L'Union soviétique semblait éternelle, jusqu'au jour où elle s'effondra en quelques mois. L'apartheid en Afrique du Sud paraissait inébranlable jusqu'à ce qu'il s'écroule. Le mur de Berlin était là pour toujours jusqu'à la nuit où il tomba. Le système néocolonial qui enchaîne l'Afrique semble solide aujourd'hui. Ses mécanismes sont sophistiqués, ses défenseurs sont puissants, ses bénéficiaires sont déterminés. Mais il porte en lui les germes de sa propre destruction. Sa principale faiblesse est qu'il dépend de la passivité et de la résignation des peuples africains. Dès que ces peuples décident collectivement qu'ils en ont assez, le système s'effondre. Et ce réveil est en cours. Des millions de jeunes Africains ne croient plus aux mensonges qu'on leur a racontés. Ils ne croient plus que leurs pays sont pauvres parce que leurs peuples sont paresseux ou stupides. Ils ont compris que l'Afrique est pauvre parce qu'elle est riche en ressources que d'autres convoitent et pillent. Ils ont compris que la dette africaine est illégitime, contractée par des dictateurs corrompus pour des projets qui n'ont jamais bénéficié aux populations. Ils ont compris que le franc CFA est un outil de domination monétaire qui maintient 14 pays africains sous tutelle française. Ils ont compris que les bases militaires étrangères sur le sol africain ne sont pas là pour protéger l'Afrique, mais pour protéger les intérêts des puissances qui les maintiennent. Cette prise de conscience est irréversible. Elle ne disparaîtra pas. Elle ne peut qu'augmenter à mesure que l'information circule, que les échanges entre Africains s'intensifient, que les exemples de résistance réussis se multiplient. Chaque victoire, même petite, nourrit l'espoir et inspire de nouveaux combats. Chaque leader qui se tient debout montre aux autres que c'est possible. Le combat d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso fait partie d'un mouvement continental plus large. Au Mali, le colonel Assimi Goïta mène une lutte similaire. Au Niger, le général Abdourahmane Tiani fait face aux mêmes défis. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a renversé un président qui s'accrochait au pouvoir en violant la Constitution. Ces mouvements sont présentés par les médias occidentaux comme de simples coups d'État militaires, mais c'est une lecture superficielle qui rate l'essentiel. Ce qui se passe est une rébellion générationnelle contre un ordre établi qui a échoué. Ces jeunes officiers ont vu leurs aînés civils gérer leur pays pendant des décennies sans améliorer substantiellement la vie des populations. Ils ont vu la corruption gangrener les institutions. Ils ont vu les ressources nationales dilapidées pendant que leurs soldats manquaient d'équipements basiques. Ils ont vu leur pays traité avec mépris par des puissances étrangères qui dictaient les politiques depuis leurs ambassades. Et ils ont décidé que ça suffisait. Sont-ils parfaits?
Non. Feront-ils des erreurs? Certainement. L'histoire jugera leurs actions avec le recul nécessaire. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'ils ont cassé le consensus mou qui acceptait le statu quo comme inévitable. Ils ont ouvert un espace politique nouveau où des questions jadis impensables peuvent maintenant être posées ouvertement. Pourquoi acceptons-nous cette domination étrangère? Pourquoi nos ressources profitent-elles si peu à nos peuples? Pourquoi ne pouvons-nous pas définir nos propres priorités? L'ouverture de cet espace politique est en soi une victoire majeure, indépendamment de ce qui suivra. Car une fois que ces questions sont posées à haute voix, une fois qu'elles circulent dans la conscience publique, elles ne peuvent plus être effacées. Une génération entière a maintenant entendu un discours différent, a vu qu'il existe une alternative au discours dominant de résignation. La jeunesse africaine qui écoute ces messages, qui participe à ces discussions sur les réseaux sociaux, qui débat dans les universités et les cybercafés, cette jeunesse est en train de se forger une conscience politique nouvelle. Elle apprend à penser de manière critique, à questionner les narratifs officiels, à imaginer des futurs différents. C'est cette génération qui construira l'Afrique de demain, et elle le fera avec des outils mentaux que ses parents n'avaient pas. Le rôle de la diaspora africaine dans ce processus est crucial. Des millions d'Africains vivent en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient. Beaucoup ont fui la pauvreté et le manque d'opportunités chez eux. Mais ils restent liés à leur continent d'origine par des liens familiaux, culturels et émotionnels. Cette diaspora possède des compétences, des capitaux, des réseaux qui pourraient être mobilisés pour le développement africain. Mais cela nécessite que l'Afrique leur offre des raisons de revenir ou au moins d'investir, des projets crédibles dans lesquels croire, des leaderships qu'ils peuvent respecter. Ibrahim Traoré et les leaders de sa génération parlent un langage que cette diaspora comprend. Quand un jeune Burkinabé vivant à Paris ou à New York entend Traoré parler de fierté africaine, de souveraineté, de développement endogène, quelque chose résonne en lui. Peut-être qu'il commence à envisager un retour. Peut-être qu'il décide d'investir ses économies dans un projet au pays. Peut-être qu'il utilise ses compétences professionnelles pour contribuer à distance. Chaque diasporéen qui se reconnecte avec son pays d'origine est une ressource précieuse pour la renaissance africaine. La bataille des récits est fondamentale dans ce processus. Pendant trop longtemps, l'histoire africaine a été racontée par d'autres, des récits qui servaient à leurs intérêts plutôt que la vérité. Les Africains doivent reprendre le contrôle de leur propre narration. Ils doivent raconter leurs propres histoires, célébrer leurs propres héros, définir leurs propres valeurs. C'est pourquoi des plateformes comme celle-ci, des espaces où les voix africaines peuvent s'exprimer librement sans filtrage par les médias occidentaux, sont si importantes. Chaque vidéo qui raconte l'histoire d'Ibrahim Traoré, chaque article qui explique les enjeux du franc CFA, chaque podcast qui débat de l'avenir de l'Afrique, contribue à cette bataille des récits. Peu à peu, une contre-narration se construit, une vision alternative de ce qu'est l'Afrique et de ce qu'elle peut devenir. Cette narration ne nie pas les problèmes réels du continent, mais elle les replace dans leur contexte historique et structurel, plutôt que de les attribuer à une quelconque déficience africaine. Le chemin vers la libération totale sera long. Il faudra être encore 1 ou 2 générations avant que l'Afrique atteigne la souveraineté véritable qu'elle mérite. Mais l'important est que le processus est engagé, que la direction est claire, que la détermination est là, et chaque jour qui passe rapproche le continent de son destin. La patrie ou la mort, nous vaincrons, n'est pas qu'une devise du Burkina Faso. C'est l'expression concentrée d'une volonté continentale. C'est le cri de ralliement d'une génération qui refuse de continuer à vivre dans l'humiliation. C'est la promesse solennelle que, quoi qu'il en coûte, quels que soient les sacrifices nécessaires, l'Afrique sera libre. Cette promesse n'est pas faite à la légère. Elle est prononcée dans la pleine conscience des dangers, des difficultés, des sacrifices qu'elle implique. Mais elle est aussi prononcée avec la certitude inébranlable que la cause est juste, que la victoire est inévitable, que l'histoire est de leur côté. Alors que ces mots résonnent à travers les plaines du Burkina Faso, qu'ils traversent les frontières pour toucher les cœurs de millions d'Africains à travers le continent et la diaspora, une chose devient claire, quelque chose de profond est en train de changer. L'Afrique se réveille. Et quand l'Afrique sera pleinement éveillée, quand ses peuples auront repris leur place légitime dans le concert des nations, quand ses ressources profiteront enfin à ses enfants, le monde entier devra reconnaître qu'une nouvelle ère a commencé. Ce moment n'est être pas pour demain, mais il vient. Aussi sûrement que le soleil se lève chaque matin sur le continent africain, aussi sûrement que les fleuves coulent vers l'océan, aussi sûrement que les générations se succèdent en portant toujours plus haut la flamme de la liberté, ce moment vient. Et quand il viendra, quand l'Afrique marchera enfin pleinement debout, libre et digne,
Les paroles d'Ibrahim Traoré et de sa génération seront inscrites dans les livres d'histoire à côté de celles de Sankara, de Nkrumah, de Lumumba, non pas comme de simples leaders politiques, mais comme les artisans d'une renaissance, comme ceux qui refusèrent d'accepter le verdict injuste de l'histoire et décidèrent de le réécrire. Alors, à toi qui regardes, à toi qui écoutes, à toi dont le cœur bat plus vite en entendant ces mots, à toi qui ressens au fond de toi-même cette soif de justice et de dignité, souviens-toi, tu n'es pas seul. Des millions partagent ton rêve, ta colère, ton espoir, et ensemble, vous êtes une force que rien ne peut arrêter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une devise, c'est un serment, c'est une promesse, c'est une certitude. Maintenant, abonne-toi, partage ce message, deviens toi-même un porteur de cette flamme, car la victoire n'appartient pas à ceux qui attendent passivement qu'elle arrive. Elle appartient à ceux qui se lèvent, qui agissent, qui refusent de se taire. Elle appartient à toi, si tu as le courage de la saisir. L'Afrique se lève. Lève-toi avec elle.